Que trouvait-on dans la bibliothèque de Napoléon? Quels sont les livres qui ont participé à sa formation intellectuelle? Quelles influences ont eu ses lectures sur son action? J'ai la joie de recevoir Louis Sarkozy aujourd'hui qui vient de sortir un livre à la fois original, riche et plaisant à lire. Là, je le montre à l'écran. Et il nous fait entrer dans la bibliothèque du personnage, tout simplement. C'est à la fois une biographie et une bibliographie, donc c'est un ouvrage vraiment très intéressant. Donc plongeons tout de suite avec mon invité dans la bibliothèque de Napoléon. Et me revoilà, mais je ne vais pas être seul bien longtemps puisque j'accueille tout de suite sur scène Louis. Voilà, bonjour Louis, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Je sais que Merci. vous êtes en pleine promotion. Oui, effectivement, l'emploi du temps, commence à être, un petit peu serré, mais parler avec des passionnés, vous savez, c'est plus, qu'utile, c'est un plaisir. Donc merci de votre hospitalité et c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de Napoléon et de ses livres. Eh bien, c'est plaisir partagé. Écoutez, je vais tenter de vous présenter, voilà, à nos spectateurs. Eh bien, je prends mon anti-sèche. Vous êtes franco-américain, vous vivez dans le Maryland aujourd'hui. Vous êtes diplômé de l'académie militaire de Valley Forge, c'est bien ça? Vous avez étudié à la fois la philosophie et l'histoire, donc on est vraiment dans le sujet aujourd'hui. Et vous êtes également diplômé en relations internationales de l'université de Washington, D.C. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour vous présenter, mon cher Louis? Rien du tout, non, vous avez tout juste, c'est ça. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer une petite, ou plutôt 3 peintures et je vais vous demander, une petite réaction. Heu, Vous allez tout de suite reconnaître le personnage, évidemment. Il s'agit de Napoléon à 3 moments de sa vie, je dirais. Quand vous voyez ces 3 tableaux, donc le premier, je crois que c'est quand il franchit le pont d'Arcole, c'est pour son couronnement, le deuxième, la deuxième partie. La troisième, c'est quand il abdique, je crois, à Fontainebleau. Heu, voilà, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ces 3 images? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Plusieurs. La première, c'est bien sûr le triomphe de la propagande. Et ce mot n'est pas si négatif, en tout cas dans la façon dont je l'utilise, mais le pont d'Arcole, bien sûr, comme le couronnement, c'est, le succès fantastique que Napoléon a quand il publie, ses conquêtes, et bien sûr le couronnement, c'est, le comment dire? C'est le succès triomphal de l'épopée napoléonienne de sa vie. Et comme tout bon adepte des réseaux sociaux aujourd'hui, il sait très bien que comment est-ce qu'on immortalise un moment dans la mémoire collective. C'est pas seulement en le faisant, c'est pas seulement en l'écrivant et en le faisant publier, c'est aussi visuel. Donc il commissionne ces grandes peintures, notamment celle qu'on voit sous nos yeux ici, et c'est en grande partie une raison pourquoi il est aujourd'hui si présent dans notre collectif historique, dans la mémoire et dans la pensée de nos concitoyens. C'est parce qu'il était si bon à s'imprimer dans le visuel des gens. Donc je dirais que ça, c'est ma première réaction. La deuxième, c'est le temps. On voit très clairement dans ces trois peintures organisées sous nos yeux dans un ordre chronologique, d'abord la montée, ensuite le succès, le triomphe, et puis il y a un certain déclin dans le troisième, un Napoléon grossissant, assis, un air un peu aigri, et bien sûr, à travers mon angle particulier, c'est-à-dire étudier le lecteur, mais aussi dans le côté militaire ou même politique, il y a une certaine dégradation. D'ailleurs, quand les gens disent «moi j'aime Napoléon», quand on parle aux enthousiastes et aux historiens, on se rend compte qu'en vérité, ils parlent de Napoléon différent. Le jeune général de 27 ou de 28 ans à Arcole ou à Lodi ou même en Égypte, en vérité, n'est pas le même homme que celui qui est à Austerlitz. Et ces deux hommes-là sont très différents de celui qui mène la campagne de France en 1814 ou surtout de celui qui est à Waterloo. Donc le premier Napoléon, c'est vraiment le jeune, l'étoile est montante, il a tout à prouver, il ne laisse rien au hasard, il est d'une motivation, d'une énergie, d'un dynamisme absolument pharaonique. Le deuxième, c'est le triomphe de cette
de cette aventure. Et le troisième, c'est vraiment l'étoile, en tout cas à mon avis, qui s'éteint. C'est l'empereur grossissant, un ego assez surdimensionné. On laisse des choses au hasard. Au lieu de attaquer à l'aube comme on avait l'habitude de faire, à Waterloo, on attend que la terre sèche. On commence à 10 ou 11 heures. On fait des grandes attaques frontales parce qu'on veut prouver quelque chose plutôt que les grandes manœuvres et les grands étourdissements des années plus jeunes. Donc je dirais que c'est la deuxième chose que j'imagine ou qui vient en tête quand je vois ces trois peintures, c'est la montée, le pinacle et aussi la lente et douloureuse descente. Comment vous êtes arrivé à ce projet quand même? Voilà, donc ça s'appelle Napoleon's Library, donc c'est le livre que vous avez, écrit et sorti. Voilà, comment vous êtes voilà, c'est quoi l'histoire de ce projet? Moi, j'ai lu quelque part qu'il y a un livre par jour qui est écrit sur Napoléon. Donc sacré challenge quand même de se lancer là-dessus. Oui, alors c'est bien sûr la figure historique où on compte le plus de livres dans l'histoire mondiale, hein. On compte à peu près un livre et demi par jour, tous les jours, comme vous l'avez dit, depuis sa mort en 1821. Donc c'est 300 000 ou quelques livres, il me semble, ce qui est très intimidant comme jeune auteur, mais aussi un peu rassurant parce qu'on se dit quelles sont les chances que mon bouquin soit le pire. Ouais, assez basse en vérité. Donc, on sait qu'on n'est pas seul dans cette aventure. Non, écoutez, moi, ce projet, il est venu assez organiquement, assez naturellement. Je suis passionné de lecture et des livres, et j'ai bien sûr entendu le nombre de ces phrases qu'on connaît tous si bien. Donnez-moi la librairie, je vous donne l'homme, ou celle de ce grand homme politique britannique dont le nom m'échappe, qui dit je suis né dans une librairie. Et tout, donc tout ça, j'ai vu en tant qu'enthousiaste et aussi aux toutes premières étapes de ma recherche, que Napoléon vit ces phrases mieux que personne d'autre peut-être dans l'histoire mondiale. C'est un passionné de lecture du début jusqu'à la fin. Et il y a ce que j'appelle un arc littéraire à sa vie. Et ça, j'ai vu ça en tant qu'enthousiaste, en lisant des livres qui ne traitent pas forcément directement avec le sujet. Il est passionné des livres quand il est jeune, et j'ai lu sur sa passion des livres quand il est jeune, sa passion de l'histoire, sa passion sur Alexandre le Grand, sa passion sur Jules César. Il lit Plutarque, il lit Cornelius Nepos, il lit Tacite, il lit Tite-Live. Il est passionné de ça. J'ai lu aussi sur les premières campagnes et les premières librairies de campagne. Il emmenait ses livres, il lisait sur la topographie, l'agriculture, sur les campagnes des généraux et des rois passés. Et donc j'ai lu sur ces aspects-là. J'ai aussi lu sur les grandes librairies impériales, à laquelle à Fontainebleau, aux Tuileries, à Malmaison, notamment dans l'ouvrage magnifique de Charles-Éloi Vial. J'ai aussi lu sur la politique littéraire de l'Empire, sur la censure. J'ai lu sur son amour pour le théâtre, dans divers thèses et livres. Et bien sûr, j'ai aussi lu sur sa relation avec les livres à la fin de sa vie, sur Sainte-Hélène et sur cet aspect très touchant où cet homme avait tout perdu après avoir tout gagné, et quand il ne lui restait plus de royaume, plus d'empire et plus d'armée, il lui restait ses livres. Donc je lisais tout ça, mais jamais dans un seul livre. Et donc c'est l'humble mission que j'ai essayé d'adopter. J'espère que vous me diriez, vous, vos téléspectateurs, si cette mission est réussie. Mais voilà, c'est de réunir tous ces aspects et de le faire dans une espèce de petite biographie à travers les livres, de raconter l'histoire littéraire de Napoléon du début à la fin, chronologiquement, d'étudier l'arc littéraire de sa vie. Donc c'est une humble et modeste, mais j'espère honnête mission. Et en tout cas, vous allez me dire si elle a réussi. Eh ben, écoutez, en tout cas, moi, je l'ai dévoré ce livre, donc voilà. Un peu comme Napoléon d'ailleurs qui dévorait les livres, c'est un peu ce que vous disiez, précédemment. Justement, si on revient un petit peu sur sa jeunesse, à Napoléon, finalement, dans quel milieu vivait-il et comment s'est-il mis à lire, à dévorer des livres comme il le faisait? Puisque c'est une de ses caractéristiques finalement. Alors, il tombe dans la lecture très jeune. Il lit déjà en Corse avant de partir pour ce qu'il appelait le continent, à Autun pour apprendre le français et plus tard à Brienne. Il lisait déjà en Corse. Les sources sont, vous pouvez bien l'imaginer, dubieuses, surtout parce que tout ce qu'on sait sur cette époque-là est raconté plus tard, notamment par sa mère Laetitia. Mais il y a deux, trois graines. Par exemple, Laetitia dit à un préfet, il me semble, sous l'Empire, quand il était jeune à la Casa Buonaparte, il ne faisait rien, il n'avait aucun des amusements des autres jeunes de son âge. Il passait son temps au troisième étage et il lisait toute la journée.
Donc on a quand même des petites graines, mais en tout cas la lecture devient pour lui primordiale et centrale à sa vie et à son existence quand il arrive à Brienne. Donc il passe à travers Autun, où il commence à apprendre le français. C'est un petit étudiant talentueux, mais encore très jeune. Il arrive à Brienne, et là, il est victime, comme tant de jeunes de son âge à l'époque comme aujourd'hui, d'un espèce de bullying, comme les Américains le disent, une persécution de ses camarades. Il y a une espèce de petit orage parfait qui plane autour de lui. Il est corse et extrêmement fier. Donc il a un accent, il a une couleur de peau légèrement différente, on disait la couleur d'olive, il est d'une nobilité basse, d'une basse aristocratie, voilà. Sa mère est le sujet de rumeurs sur son apparente infidélité avec le comte de Marbeuf, ce qui n'est pas vrai, mais bon, certains le pensaient. Et donc les petits Français aristocrates avec lui le persécutent. Il est aussi extrêmement adhérent, un extrême adhérent de Monsieur Paoli, Pascal Paoli, le grand héros de l'indépendance corse, et il le défend sans cesse, etc. Donc voilà, il est persécuté à cause de toutes ces raisons-là. Et alors c'est mon argument, mais il faut faire très attention, il ne faut pas faire la psychanalyse avec les caractères historiques, c'est rempli de pièges. Mais voilà, mon argument, c'est que il tombe dans la lecture pour se protéger de tout ça. Et s'il y a des parents qui nous écoutent, je leur demanderai ceci pour les convaincre. Ce petit exemple assez touchant. Les cadets à Brienne, on leur donnait un petit patelin de terre, un petit bout de terre pour leur apprendre l'agriculture, leur apprendre à planter. Et le petit Napoléon plante de la verdure en carré et s'assoit au milieu toute la journée pour lire. Alors, sans faire d'analyse freudienne de son caractère, ça paraît quand même comme une vraie tentative enfin une vraie tentative de s'échapper du prédicament présent. Et qu'est-ce qu'il lit en plus de ça? Il lit l'histoire ancienne. Alors, il lit Cornelius Nepos, il lit Lévi de Plutarque, qui resteront avec lui toute sa vie. Il lit Tacite, il lit Tite-Live. Voilà, donc il s'enfuit le plus loin possible temporellement de sa situation. Et c'est donc là qu'il tombe complètement dans l'histoire pour la première fois. Il est obsédé, il le restera toute sa vie, d'abord par Alexandre le Grand et Jules César, plus tard aussi par Charlemagne, Charles Quint et d'autres, mais les deux vraiment grands, c'est Alexandre et César. Et c'est, je pense aussi, qu'il prend une certaine ambition de ses lectures. Et il se demande à la fin pourquoi pas moi. Mais donc c'est très touchant en tout cas de lire sur le jeune qui se réfugiait là-dedans et en fait c'est comme s'il chopait la confiance en lui à travers les exemples des héros du passé. Et une fois chopé, une fois qu'il a récupéré ça, il va jamais le lâcher et il garde ça toute sa vie. Ouais, il y a un ouvrage, c'est ce que vous nous dites, de Plutarque qui est Vie parallèle en français, où justement, Plutarque s'amuse, alors moi je l'ai pas lu donc je dis ça sous votre contrôle, s'amuse justement à comparer des parcours différents. Donc il y a Romulus et puis, Thésée, je crois. Il y a aussi, évidemment Alexandre le Grand et Jules César, et donc c'est bien là-dedans, qu'il commence, c'est ce que vous dites, à se rêver finalement, empereur, ou en tout cas à se rêver, un personnage, de cette envergure-là. Donc Plutarque, c'est vraiment important pour lui, quoi. Oui, c'est crucial pour lui et je vous invite à les lire, pas parce que, c'est intéressant et cetera, mais les vies de Plutarque, c'est exceptionnel. C'est à tomber par terre de beauté. C'est pas du tout comme les autres historiens antiques que j'aime beaucoup, mais qui peuvent être très répétitifs, assez secs, comme Tacite d'ailleurs, que j'aime et que j'admire, mais bon, c'est très dur. Plutarque, c'est rempli de couleurs, c'est vivant, il y a un vrai mordant. C'est pas un historien, Plutarque, c'est un moraliste. Donc, au lieu de raconter, et il le dit d'ailleurs dans son introduction, il dit, moi, j'ai pas envie de raconter comment les batailles se sont passées, le nombre des soldats, le nombre des blessés, etc. Ça m'intéresse moins. Et je sais d'ailleurs qu'on a déjà fait ça et qu'on l'a mieux fait que moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le caractère des gens. Et donc, il nous amène avec lui à la table de Marc-Antoine, dans les grands dîners de César, avec les campagnes de Romulus. Enfin, c'est exceptionnel comme portrait personnel et rempli de couleurs. Et donc, Napoléon, enfant, tombe dedans et c'est complètement compréhensible. Il devient obsédé par ce bouquin-là. Et d'ailleurs, le grand portrait, qui est la couverture de mon livre, Napoléon dans son cabinet des Tuileries,
il y a une copie de Plutarque. Donc le message est aussi très clair. Il dit et il argumente lui-même que beaucoup de sa motivation, beaucoup de son ambition vient aussi de ses lectures. Il dit aussi qu'il est, enfin comment dire, le dernier maillon de cette chaîne historique. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve constamment dans son œuvre politique et sociale. Il s'inscrit dans la succession des grands généraux et des grands hommes d'État du passé. Donc oui, Plutarque, ça a un effet absolument énorme sur lui, et d'ailleurs sur beaucoup d'enfants, parce que jusqu'à peut-être la génération de nos arrière-grands-parents ou de nos grands-parents, Plutarque était sur tous les syllabes de l'éducation supérieure. C'est que tout le monde avait lu Plutarque. C'était vraiment un pilier de la littérature occidentale de nos sociétés. Aujourd'hui, c'est assez oublié. Il faut faire voilà, une éducation dans les classiques pour le trouver, mais c'est incompréhensible pour moi parce que c'est parfait pour les enfants, c'est d'une profonde beauté, c'est surtout très facile à lire, et effectivement, ça donne des exemples. Je crois que c'est Emerson qui dit c'est une Bible pour les héros. Non, mais et parce que Plutarque d'ailleurs, ce n'est pas du tout une hagiographie. Il ne fait pas des portraits idéalisés. Il rend ses personnages vivants. Il les rend objectivement vivants. Il en critique beaucoup. Donc c'est pas du tout quelque chose d'un fanatisme ou d'une romantisation du passé. C'est très honnête. Donc c'est vraiment vraiment un livre incroyable que je vous recommande à vous, à vos téléspectateurs vivement. Et c'est un livre qui a marqué Napoléon. Il s'en sépare jamais. Il y a une autre rencontre littéraire que Napoléon va faire, c'est celle de Rousseau. Alors il y a plusieurs, voilà, c'est un rapport un peu amour-haine, c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette lecture de Rousseau? Notamment du contrat social, je crois, et de la Nouvelle Héloïse. Ben, avec plaisir, oui. Alors ça c'est, on peut voir à travers la relation de Napoléon à Rousseau son évolution à travers l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte et finalement la création de l'homme politique pragmatique qui rejette totalement ses bêtises, hein, comme il l'appelle lui-même. Donc Napoléon, il tombe dans Rousseau après sa sortie des écoles militaires, parce que dans les écoles royales militaires, bien sûr, on essayait de pas trop faire lire aux élèves les grands philosophes qui remettent un peu tout en question. Donc on est vraiment sur du Plutarque, sur de l'histoire. Voilà les exemples qu'il faut suivre dans votre service pour le roi français. Il sort de ça, il se rend compte qu'il a des vraies lacunes éducationnelles, hein, parce qu'il fait les premiers dîners, notamment à Valence quand il est en garnison, il est jeune officier. Il se rend compte qu'il n'est pas très bien éduqué. Et là commence un espèce de processus d'éducation organisé, implémenté par lui-même, où il s'éduque. En fait, il prend des livres partout, il dépense de l'argent sur un bout de pain par jour et sur les livres. Je n'exagère qu'un tout petit peu. Il est tout pâle, il est tout petit, il ferme sa fenêtre et il lit toute la journée et il écrit ce qu'il lit dans des cahiers absolument incroyables qui survivent et qui sont dans une librairie à Florence. Il écrit, il prend des notes, ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse pas. Voilà, il s'éduque lui-même. Rousseau est principal dans ce processus d'éducation. Il lit La Nouvelle Héloïse, le roman épistolaire de Rousseau. Il dit qu'il l'a lu 8 ou 9 fois, c'est 900 pages, hein, donc prenons-le avec un peu de grain de sel, mais en tout cas, il tombe fou amoureux de ce livre. Il dit que ce livre a du feu, et il apprend que Monsieur Jean-Jacques Rousseau est devenu grand philosophe, grand homme de lettres, à travers un concours de rédaction. Et donc, que fait Napoléon? Il entre dans un concours de rédaction, voilà, il y a une thèse, il faut répondre à une thèse, il bosse pendant 6 mois sur son essai, et il l'envoie, espérant sans doute devenir un homme de lettres, un écrivain, comme son idole Jean-Jacques Rousseau. Sa thèse, la thèse de Napoléon, est complètement plagiée de Rousseau. C'est très mal écrit, c'est incompréhensible. C'est ça. D'ailleurs, sa thèse, la thèse de Napoléon, va très bien avec la définition de Henry James sur La guerre et paix de Tolstoï. Il dit c'est un espèce de monstre énorme qui a un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre. Donc c'est exactement ça. On n'y comprend strictement rien. Ça s'appelle le discours de Lyon pour ceux qui sont intéressés à lire le jeune Napoléon. Il ne remporte pas la rédaction, le concours de la rédaction. Il est très déçu, mais il continue. Il écrit des petits essais. Il écrit un essai sur le suicide.
qui est très hormonal. On sent vraiment le jeune qui s'ennuie, il sait pas vraiment où va sa vie, il est très mélodramatique. Il dit: «Oh, s'il y a une calèche qui court devant moi, je ne pense pas que je m'éloignerai, je la laisserai m'écraser.» Il écrit un autre petit essai sur la soirée où il est dépucelé, et il couche avec une jeune prostituée dans le palais royal. Tout ça est très romantique, mais pas vraiment. Enfin, tout ça est très confus. Il essaie d'écrire une histoire de son île de Corse. Il ne la finit pas. Et il écrit des petites histoires aussi, exactement dans le genre de l'époque, c'est-à-dire des histoires d'amour qui finissent tragiquement, aussi des histoires dans le genre romantique un peu avant l'heure, c'est-à-dire il idéalise absolument la campagne, la version un peu primaire de certaines tribus, notamment les Amérindiens, et que la ville corrompt tout, en vérité, si on reste dans l'époque moderne, ce n'est que corruption et qu'il faut se rapprocher du primaire. Enfin, c'est exactement Rousseau. Il le plagiarie en tout. Et donc, il est vraiment dans cette phase Rousseau jusqu'à ses premiers exploits militaires, jusqu'à le début de la Révolution. Et là, tout change. Alors, c'est vraiment un mystère. Pourquoi? Parce que le Napoléon de 18 ans et le Napoléon de 22 ans, c'est pas le même homme. Après les premiers exploits, après Toulon, après les tout premiers exploits d'Italie, il semble divorcer complètement de Rousseau. Et non seulement de Rousseau, mais aussi des philosophes. Il dit lui-même que c'est n'importe quoi. Il dit ces philosophes, ces intellectuels, c'est des coquettes. Il le dira plus tard à son frère. Et là émerge l'homme qui est le pragmatique, l'homme d'action, l'homme qui refuse les débats et les délibérations philosophiques insensées qui prennent des heures. Il faut agir, agir, agir. Donc il y a vraiment une décision consciente chez le jeune homme de déposer la plume et de récupérer l'épée. Et Rousseau ne survit pas dans son esprit et dans son amour à cette transition. Et d'ailleurs, le divorce est total, puisque quelques années après, il va visiter à Hermonville la tombe de Rousseau. Il est avec le gardien des terres à côté de lui sur la tombe, et il dit cette phrase quasiment prophétique. Il dit ce fou-là, en parlant de Rousseau, ça aurait peut-être été mieux pour le sort de la France et de l'humanité que cet homme ou moi n'ait jamais vu le jour. Mais ça venant du jeune qui copiait Rousseau, qui lisait tout ce qu'il avait lu, qui était absolument addict à son travail. Enfin, c'est le revers. C'est vraiment impressionnant, le rejet total d'une personne qui a tant façonné sa pensée. Et moi, je pense que c'est vraiment à cause des premiers exploits militaires, parce que là, il se dit, OK, j'ai une carrière dans le militaire. La révolution, même s'il comprend pas totalement les conséquences, bien sûr, comment imaginer les conséquences à cette époque si jeune, au tout début de la révolution, mais il se dit, là, il y a quelque chose à faire. Et ma vie, elle sera pas dans les livres, elle sera pas dans les rédactions ou dans les concours d'essais, elle sera dans l'armée, elle sera avec les exploits militaires. Donc il jette Rousseau et il rentre profondément là-dedans. Il y a aussi un passage intéressant où vous expliquez que finalement il lit vite et mal, ce cher Napoléon. Donc c'est quelqu'un qui dévore, mais voilà, peut-être que quelquefois il fait des contresens. Est-ce que j'ai bien compris ce passage? Vous avez complètement bien compris. Alors c'est un paradoxe parce que parfois il lit extrêmement bien et extrêmement profondément. Par exemple, il impressionne Goethe, peut-être le plus grand Allemand qui n'ait jamais vécu, certainement le plus grand écrivain allemand de tous les temps, avec sa compréhension des malheurs du jeune Werther. Et Goethe dit, personne n'a aussi bien compris le texte, qui est aujourd'hui reconnu comme un des plus grands chefs-d'œuvre littéraires de l'histoire mondiale et d'une profondeur inouïe. L'écrivain dit personne n'a aussi bien compris le truc que Napoléon. Donc clairement, il est aussi capable de lire avec une profondeur folle. Mais vous avez raison, parfois il ne comprend absolument rien à ce qu'il lit. Il est tellement impatient parfois, il lit tellement vite, il saute des lignes, il saute des mots, il saute parfois des paragraphes ou des pages, et il jette le livre par la fenêtre, il raconte ce qu'il a lu à quelqu'un qui connaît vraiment le livre, et la personne dit non mais sire, c'est pas du tout ça. Il y a un moment très drôle, il est avec Arnaud sur l'Orient, il part pour l'Égypte, je pense que c'est à ce moment-là, et ils débattent le sens d'un poème d'Ossian. Et donc Arnaud a son interprétation, Napoléon donne la sienne, et Arnaud nous dit, après avoir entendu l'interprétation du général, je pense que je ne comprendrai plus jamais le poème.
Il a ruiné le poème pour moi. Maintenant, pour perpétuité, je n'y comprendrai rien. Donc c'est vraiment à quel point parfois Napoléon peut mal comprendre ces choses-là. Il y a aussi une relation avec la langue française qui est très particulière. Il parle très mal français. Au début, certainement, alors il s'améliore, mais il garde un accent très prononcé toute sa vie. Il fait des fautes de français, mais partout. Ses secrétaires avaient des listes de mots qu'il prononçait mal, et ses secrétaires savaient que quand il dit ce mot-là, en vérité, ça veut dire ça. Et il y a des choses qui sont incompréhensibles. Par exemple, pour Thucydide, le grand écrivain grec, il disait du Kekling. Ah, mais comment, pourquoi, vous ou moi, aucune idée. Au lieu de dire infanterie, il disait des enfanteries. Pour vous dire à quel point les îles Philippines, c'est les îles philippiques. Donc j'ai vraiment, Il il y était avait peut-être dyslexique, non? mais souvent et corse avec un accent très prononcé, donc une vraie difficulté avec certaines choses. Donc aussi, en tout cas en partie responsable pour son manque de compréhension de certains textes. Et on peut faire des jeux assez intéressants avec ça. Par exemple, on connaît très bien, alors ça vient un peu plus tard, mais on peut faire ce jeu intellectuel sur son existence politique, par exemple l'amour du référendum. On sait qu'il fait des référendums. Alors oui, on touche un peu les chiffres à la fin, mais il y avait des grands référendums, il a gagné ces référendums. Est-ce que ces référendums, par hasard, je pose la question, ne viennent pas d'une mauvaise lecture de Rousseau et de ce nombre d'arguments sur le vœu général? Alors, le vœu général en philosophie politique, c'est quelque chose d'une complexité immense, c'est pas du tout réductible à ah bah c'est un plébiscite, pas du tout. Mais est-ce que dans cet amour bonapartique de Napoléon pour le plébiscite ou du référendum, il n'y a pas une mauvaise lecture de Rousseau? Alors c'est vraiment que de la conjecture, hein. On ne sait pas du tout, mais il y a des jeux comme ça assez marrants où on peut faire, on voit dans ses lectures ce qu'il a lu, ce qu'il a peut-être mal compris, et on essaie de connecter ça avec certains aspects de son existence politique ou militaire d'ailleurs. Il était, très curieux, hein, quelqu'un qui lit beaucoup de livres et par nature très curieux. Et il y a aussi quelque chose qui m'a marqué dans le livre, c'est son art du questionnement. C'est quelqu'un qui questionne beaucoup, quitte même à passer pour, comment dire? Un naïf ou quelqu'un qui n'y connaît rien, auprès de ses généraux. Donc c'est voilà, voilà, il y a un art du questionnement, de Bonaparte, quoi, j'ai l'impression, avec ses équipes et puis même, avec, les personnes qu'il rencontre, quoi. C'est pas uniquement les généraux qu'il côtoie ou les soldats. Exactement, oui, ça c'est quelque chose d'assez touchant et qui rend le personnage assez, enfin qui nous donne un peu d'affection pour lui. Et je pense que si on avait un contemporain de Napoléon avec nous, c'est une des premières choses qu'il nous dirait. Si on lui demandait comment est-ce que c'était de le rencontrer, je pense qu'il parlerait du questionnement incessant parmi les premières choses. Il le fait à maintes reprises. Alors déjà quand il est jeune, il sait qu'il a des lacunes et il n'a aucune honte de les souligner. Il arrive au QG de l'armée d'Italie, il connaît beaucoup moins en vérité, c'est ce qu'on appelait un général politique, grâce aux connexions de sa femme, grâce à ses exploits, mais qui restent médiocres. Des grands exploits bien sûr, mais sur l'échelle des guerres de la France, prendre Toulon c'est très important, mais il ne fait qu'une partie du conflit là-bas. La révolte à Paris où il sauve le gouvernement c'est important, mais bon, tout ça ne crée pas une légende militaire immédiatement. Il reste quand même un facteur quasi inconnu. Et donc il arrive au QG d'Italie et il bombarde tout le monde de 1500 questions, dont les choses les plus élémentaires que n'importe quel soldat connaîtrait, juste parce qu'il se rend compte de ses lacunes et il veut absolument les remplir. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement touchant. Et ça montre, on nous parle souvent de l'ego de l'homme, et pour de bonnes raisons, mais ça montre une vraie humilité. Parce que quelqu'un qui a profondément un problème d'ego ne peut pas questionner comme ça parce qu'il ne reconnaît pas l'ignorance. Or, le questionnement de Napoléon comme ça, c'est une reconnaissance immédiate de son ignorance. Et de plus, un vœu de triompher sur cette ignorance et de guérir cette ignorance. Donc c'est évident, ça participe aussi à son, comment dire en français, son awkwardness, ce mot qui se traduit mal en français, mais qui est parfait en anglais pour décrire cette gêne qu'il avait dans les interactions sociales. C'est pas quelqu'un qui parlait très bien, il n'était pas très bien orateur, il avait des grands problèmes avec les femmes, elles le comprenaient souvent mal, il était très gênant.
à voir, et notamment avec certains hommes pendant les dîners, etc. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bah, imaginez, vous êtes à un bal, un dîner, un gala, et ce jeune homme, et plus tard le premier consul, se jette sur vous, vous attrape et vous pose 1500 questions. Alors il va voir un chimiste et il dit, mais avez-vous vu ce nouvel élément? Mais qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? Où est-ce que je peux lire vos papiers? D'où venez-vous? Est-ce que êtes-vous marié? Enfin, il vous bombarde de questions. C'est très gênant. On essaie de répondre, d'en placer une, mais on est absolument terrassé. Et avant même la chance d'avoir répondu, il part et il passe à autre chose. Donc c'est un facteur de son impatience chronique, de cette gêne sociale qu'il aura toute sa vie, de cette ignorance qu'il essaye de guérir, et aussi du fait que, comme vous l'avez dit, c'était quelqu'un extrêmement curieux. Enfin, malgré toute cette gêne, c'est quelqu'un qui allait voir un mathématicien à un grand dîner d'État et qui a impressionné le mathématicien par son savoir sur les équations, etc. Il allait voir le chimiste, il impressionnait le chimiste avec son savoir sur cet élément ou cet élément. Il parlait de théâtre avec les compositeurs, avec les réalisateurs, il parlait musique avec les compositeurs, il parlait philosophie, il parlait poésie, il parlait agriculture, il parlait économie, sujet qu'il a jamais vraiment maîtrisé, mais il y a un vrai intérêt là aussi. Donc c'est quelqu'un qui, à travers ses lectures, s'ouvre à un monde absolument énorme. Et d'ailleurs, on voit ça par la diversité folle à travers l'Empire et le consulat de ses lectures. Mais c'est vraiment quelque chose, les questions qu'il pose comme ça, en tout cas pour moi, qui le rendent très affectif et qui témoignent, en tout cas pendant les premières années, pas de son ego, mais au contraire de sa grande humilité. Est-ce que au cours de sa vie, il a fait évoluer, si je puis dire, son mix de livres? C'est-à-dire, est-ce que, il lisait à peu près toujours le même nombre de romans? Enfin voilà, est-ce que petit à petit il s'est orienté vers des ouvrages purement utilitaires dans le cadre de son rôle de dirigeant? Ou non, il a toujours tout lu, tout le temps et avec le même, la même voracité? Alors, il y a 2 types de livres chez lui. Il y a les amis et les collègues. C'est-à-dire qu'il y a les livres, sur lesquels il repose pour son travail, que ce soit ses réformes, judiciaires, politiques, et cetera, ou les livres, sur les campagnes militaires, on peut en parler, si vous voulez. Et puis il y a les amis, les livres qu'il lit, quand il est seul dans la tente, ou le soir chez lui pour se divertir. Et là, il y a les romans, il y a les histoires d'amour, c'est le début du romantisme en Europe. D'ailleurs, il choque certains de ses contemporains parce qu'il préside sur une bataille, il y a des dizaines de milliers de blessés et de morts, il y a les canons qui sifflent, etc. Il y a les charges de cavalerie. Et lui, le soir, il lit un roman sur une dame de Marie-Antoinette et de ses histoires amoureuses et il pleure sur le roman. Enfin, c'est très étrange, cette compartimentalisation. Il est capable de fermer le tiroir militaire, politico-militaire, et d'en ouvrir un sur une histoire d'amour et de tomber absolument dedans. Donc là aussi, c'est assez intéressant de voir à quel point il peut faire des va-et-vient. Mais bien sûr, il y a toujours des innovations dans ses lectures quand il campagne quelque part. Alors ça, c'est très intéressant à voir. Mais par exemple, il inaugure la campagne d'Espagne, il commande 250 livres, 500 livres sur l'Espagne et il se plonge. Et c'est pas forcément que ce qu'il y a d'utile. Enfin, il lit une histoire du royaume d'Espagne, des Wisigoths jusqu'au présent. Enfin, ça serait difficile à expliquer à un général aujourd'hui qui va faire campagne en Afghanistan, qu'il faut lire sur l'Afghanistan au 5e siècle après Jésus-Christ, alors que lui, il le fait. Donc vraiment, c'est une lecture approfondie. Il veut comprendre l'histoire, il veut comprendre la topographie, il veut comprendre l'agriculture, les rivières. Il lit beaucoup des campagnes des généraux et des rois passés dans les mêmes théâtres. Donc là, bien sûr, ça change et ça répond aux obligations militaires de l'Empire et du consulat. Mais à part ça, si on analysait toutes ces librairies tout au long de sa vie, il y a bien sûr beaucoup plus de points communs entre elles qu'il y a de nouveautés. Hein. C'est toujours l'histoire qui gouverne tout. Tous les théâtres qu'il aime, c'est toujours les grandes tragédies. Il n'était pas fan des comédies. Il y en a quelques-unes qu'il aime bien, mais lui, ce qu'il fait tiquer, c'est toujours la grande politique. Hein. Il n'y a pas de secret. Il aimait pas le genre mixte en théâtre. Il trouvait que ça abaissait toute l'entreprise. Lui, c'est la grande politique, la grande tragédie, c'est l'histoire, c'est les grands hommes du passé, c'est le militaire. Tout le reste, c'est du bonus.
Il y a un épisode intéressant sur la campagne d'Égypte, en fait, on se rend compte que, il a essayé de comprendre évidemment, cette partie-là du monde et notamment il lit le Coran et il tombe amoureux, du Coran quoi. C'est ça fait partie des choses, d'ailleurs je vous lisais juste avant l'interview sur X où des gens pensent qu'il s'est converti, mais voilà donc, il va vraiment jusqu'au bout à chaque fois qu'il part en campagne pour comprendre la culture et essayer de pas avoir la population contre lui, si je comprends bien. Bah, bien sûr, il est le créateur de ce qu'on appelle de ce que les Américains ont, en tout cas en Afghanistan et en Irak, ont appelé «The Hearts and Minds Campaign», la campagne des cœurs et des esprits. Comment séduire une population pour la convaincre que l'occupation française, dans ce cas-là en Égypte, en vérité est un grand bien pour le pays. Il fait ça à travers le Coran. Alors c'est vrai qu'il a une vraie appréciation personnelle pour le Coran et pour la religion islamique. Alors c'est très dur d'essayer de voir tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit sur le sujet et de dire, OK, où est le pragmatisme politico-colonial et cette espèce d'opération de séduction des Égyptiens, et où est la vraie pensée de l'homme. Et c'est très dur de dissocier et de trier parmi toutes les déclarations euh, où est quoi. Mais c'est très clair qu'il a une vraie appréciation pour l'islam. Comme vous le dites, il y a cette phrase d'ailleurs magnifique où il dit le Coran c'est politique. La Bible c'est que de la moralité. Et pour lui, ce qu'il y a de politique, c'est ce qu'il y a de bien, c'est ce qui compte. Et donc il apprécie ça dans le Coran, que dans le Coran, il y a une vision de la société, c'est d'ailleurs, si je peux me permettre, une note sur notre vie contemporaine, lui aime dans le Coran exactement ce que certains défenseurs de la foi aujourd'hui disent qu'il n'y a pas. Ah, mais ce n'est qu'une foi, etc. Alors que lui, il reconnaît tout à fait que c'est une conception de la société, le Coran. C'est pas du tout comme la Bible, où on nous explique la moralité, la vie intérieure, la vie d'après, peut-être la vie d'avant. Le Coran, c'est voilà comment on organise une société. C'est un plan économico-politique. Et ça, il apprécie dans le Coran. Il est aussi grand fan de Mohammed. Il dit à un moment, mais qu'étaient les Arabes avant lui? Personne n'en parlait. Et puis vient cet homme et il élève les Arabes et il fait d'eux un grand peuple. Et c'était un grand conquérant. Et il est outré par le théâtre, la pièce de théâtre de Voltaire, qu'on appelle Mahomet ou le fanatisme, où Voltaire en fait critique fortement Mahomet, le prophète islamique, et le montre comme un manipulateur bas qui empoisonne des gens, etc. Napoléon dit c'est un scandale. Mahomet était un grand homme. Voltaire a tout dénigré dans cette pièce de théâtre. Donc il y a une vraie appréciation effectivement pour la foi islamique. Il lit l'histoire de tous les califats. De Rollin, il me semble. Il donne même des versions traduites du Coran à ses troupes. Imaginez ça. Nous sommes en 1798-99. Et il dit à ses soldats, respectez les imams et les mouftis, comme on a respecté les prêtres et les rabbins d'Europe. Il leur dit, d'accord, les musulmans ont des pratiques d'amour un peu différentes des nôtres. Ils ont plusieurs femmes. Mais dans tous les pays, le viol est une monstruosité. Dans tous les pays. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. C'est d'une modernité inouïe. Et c'est une réponse parfaite à certains journalistes et hommes politiques aujourd'hui et commentateurs de notre vie contemporaine qui nous expliquent que c'était un raciste et xénophobe. Mais c'est absurde. C'est absolument absurde. Il est l'auteur de la première campagne des cœurs et des esprits. Alors oui, bien sûr, il y a un pragmatique colonial, mais bon, comme l'histoire nous le démontre assez avec une grande évidence, il y a une façon de faire une colonie en massacrant tout le monde. C'est pas exactement le chemin qu'il prend. Donc voilà. Donc le jeu de l'historien ou de l'enthousiaste, c'est de trier où est le pragmatisme colonial, où est la vraie pensée de Napoléon. Il y en a clairement des deux, comme j'ai essayé de vous l'expliquer. Et il est assez admiratif en vérité de cette fois, mais il faut toujours faire attention en gardant en tête qu'il voulait aussi établir une vraie colonie française en Égypte. Et donc tout ça, ça l'aidait énormément aussi. On a, bien couvert la Napoléon le lecteur, mais Napoléon est aussi finalement, à l'origine, on va dire, voilà, de quelques best-sellers. Donc là, on vient de parler de l'Égypte et donc, il y a notamment, un livre fleuve qui est la description de l'Égypte. Je crois que c'est bien le titre du livre, qui a été un best-seller, c'est ça, au 18e?
au 19e plutôt. Et puis il y a aussi le mémorial de Sainte-Hélène, qui est, bah, voilà, qui est un des livres, je crois, les plus vendus, après la Bible, dans le monde, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Parce que finalement, lui était pas un grand écrivain, mais finalement, il y a une production, indirecte, de Napoléon, de livres, quoi. Oui, alors ça rentre exactement dans ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire l'arc littéraire de sa vie. Et pour mon argument que cet homme est défini par ses lectures et par des livres, ça rentre parfaitement parce que l'ironie de la chose fait que quoi? Les conséquences politico-militaires de la campagne d'Égypte sont quasiment inexistantes. C'est un échec militaire, c'est un échec politique. Et le seul héritage de cette campagne, c'est que ça a renforcé la présence britannique en Méditerranée de l'Est et que ça a renforcé les liens de l'Empire ottoman avec les Anglais. Donc c'est une catastrophe pour nous Français. L'armée française est battue là-bas, on rend les armes, etc. Donc c'est une honte. Mais l'héritage de cette campagne, il est culturel et littéraire, grâce à la publication de la description de l'Égypte. Donc ça, c'est le travail des 167 savants qui étaient là-bas avec l'armée, des antiquaires, des proto-historiens, des proto-archéologues, des sculpteurs, des poètes, des compositeurs, des ballonniers, voilà, des ingénieurs, des cartographeurs. Il emmène avec lui tous ces génies-là, vraiment la crème de la classe intellectuelle française, et il débloque l'Égypte complètement. Il la sort du Moyen Âge, en vérité. Alors pas forcément en modernisant le pays, ça viendra par les Égyptiens un peu plus tard, mais en la débloquant et en mettant les lumières des lumières, voilà, en amenant la torche des lumières en Égypte. Donc on déchiffre les hiéroglyphes à travers la pierre de Rosette, trouvée par un soldat, mais aussi déchiffrée par un Français et grâce à l'expédition. On découvre les temples, on fait des cartes, les cartes les plus précises, on étudie les insectes, les autruches, tous les animaux, on prend des spécimens, etc. On crée l'Institut d'Égypte, on débat sur tous ces sujets-là. C'est une scène absolument surréaliste. C'est aussi magnifique. C'est vraiment le reducto ad absurdum. C'est de tout ce que c'est que les Lumières, en fait. C'est de tous ces savants-là qui mettent tout leur potentiel et toute leur puissance intellectuelle sur la découverte d'un pays qui était inconnu des Européens. Et on met tout ça dans le livre, la description de l'Égypte. Alors il faut absolument dire que bien sûr, le travail était tellement immense que même Napoléon n'a pas vécu pour voir le dernier volume publié, et c'est tout à l'honneur des rois successifs et des dynasties successives de Napoléon, où on continue la publication du livre malgré le coût extrêmement élevé, parce que d'abord Louis XVIII et ensuite Louis-Philippe se rend compte que c'est un projet exceptionnel et qu'il faut absolument continuer la publication de ces livres, que c'est un triomphe français et pas seulement napoléonien. Donc le travail continue pendant des années, on publie ce truc-là, et là enfin l'impact est absolument énorme. On crée le début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'égyptomanie, la fascination avec toutes les choses égyptiennes qui commence vraiment avec la publication de ce volume-là. On construit des obélisques un peu partout, des pyramides, des sphinx, on voit la fleur de lotus, il y a les parfums, toutes les femmes d'Europe portent ces parfums égyptiens, il y a des petits pins qui sont des scarabs. Même aux États-Unis, voilà, il y a des monuments absolument incroyables, le monument de Washington, ou même un peu plus tard le bâtiment médical à Dallas, qui sont remplis de références égyptiennes. Et tout ça, en fait, ça vient de cette volonté de ce jeune homme d'amener des savants et de laisser un héritage culturel. C'est quelque chose qui aurait été impensable si c'était Monsieur Kléber ou Menou qui menaient l'expédition. Ils en avaient absolument rien à fourrer des savants ou des côtés culturaux intellectuels. D'ailleurs, à la fin, Menou dit quand les savants se battent pour garder leurs cahiers et leurs spécimens, il dit cette phrase à mourir de rire. J'entends que les savants veulent absolument suivre leurs découvertes en Angleterre. S'ils veulent se faire empailler pour les suivre, moi, je ne les empêcherai pas. Pour vous dire à quel point un autre général aurait pu porter peu d'importance sur tout ça. C'est vraiment Napoléon qui est le guide et le créateur de tout ça. Donc ça, c'est pour la description de l'Égypte. Et ensuite, bien sûr, et ça c'est vraiment la fin de mon histoire, et c'est la fin de l'arc littéraire de sa vie, c'est le mémorial de Sainte-Hélène. Comme vous l'avez dit, c'est le best-seller du XIXe siècle, et c'est la dernière victoire. Parce que Waterloo est une défaite,
L'empire s'effondre, il est sur ce petit caillou en Atlantique Sud, il peut même pas voir son fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, enfin c'est Lascas qui écrit, mais à travers et pour Napoléon, et c'est le début du bonapartisme. C'est cette image de l'empereur libéral, nationaliste, absolument bienveillant, qui a bien sûr peu de relations avec le réel, mais 10 ans, 15 ans après sa mort, quand tout le monde a oublié les lois de conscription successives et on est vraiment dans le début de la nostalgie, le mémorial arrive et ça explose. C'est l'ouvrage nostalgique par excellence. Et là, c'est le début du bonapartisme politique. Ça, c'est la spécialité de mon ami Arthur Chevalier qui pourrait en parler infiniment mieux que moi. Mais c'est vraiment le dernier triomphe, c'est la dernière bataille. Les Anglais sont montrés comme les joailliers cruels et petits, et lui comme le grand martyr. Il dit lui-même toutes les couronnes que j'ai portées ne sont rien à côté de la couronne d'épines que me fait porter les Anglais. Et ça c'est à travers le mémorial que c'est créé. Aujourd'hui, la raison pourquoi Napoléon, sa silhouette, son chapeau, la main dans le manteau, il est instantanément reconnaissable à Berlin, à Bagdad, à Beyrouth, à Buenos Aires. Pourquoi? En grande partie à cause de ces deux livres-là, de la description de l'Égypte et du mémorial de Sainte-Hélène. Peu de gens peuvent nous expliquer pourquoi le code civil est si important. Peu de gens peuvent nous décrire le génie militaire qu'était Austerlitz. Peu de gens peuvent nous dire à quel point c'était incroyable la solidification et la création des institutions après la Révolution. Mais tout le monde connaît la légende. Tout le monde sait que c'était un grand conquérant, tout le monde parle du retour, beaucoup de personnes savent ça. Et moi, en tout cas, mon argument, c'est que c'est à travers ces livres-là. Donc, non seulement les livres l'ont accompagné à travers toute sa vie, mais c'est ces deux livres-là qui ont fait tant pour cimenter son héritage, beaucoup plus que les réformes et que les conquêtes. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que, lui qui était quand même le grand censeur et de plus en plus pendant son règne, lui-même, est victime de cette censure puisque, Tsun-Lô lui donne pas tout, quoi. Il demande à être, «abonné» entre guillemets à des journaux pour avoir des nouvelles politiques, de l'Europe. On sait jamais, hein, si jamais on pouvait, revenir et finalement, bah, le grand censeur est lui-même censuré, quoi. C'est un peu la fin aussi de ça, quoi. Oui, et c'est exactement ça, c'est le grand paradoxe d'ailleurs, parce que cet homme qui était un lecteur obsessionnel, un grand passionné des livres et des lettres, crée un des régimes de censure les plus insupportables de l'histoire française. Mais comme enthousiaste et comme écrivain sur ce sujet, c'est incompréhensible. Comment est-ce qu'un homme qui aime tant les livres crée un régime en fait qui étouffe la production littéraire de son propre pays? Enfin, on peut parler de ça si ça vous intéresse, mais c'est vraiment un paradoxe assez prenant. Et bien sûr, sur Sainte-Hélène, il devient la victime de la censure lui-même. Alors, Sir Hudson Law, qui était un ignoble crétin absolument insupportable, d'une bassesse, qui est un homme tout petit, celui qui, c'est vraiment l'inspecteur Jabert, mais en moins drôle et en moins original. C'est vraiment le tout petit bureaucrate extrêmement mesquin qui veut faire appliquer à la lettre ses ordres dans leur interprétation la plus néfaste et insupportable, empêche Napoléon d'avoir des livres. Donc tous les livres, par exemple, à dédication problématique, on les prend. Dès qu'un livre est dédié à l'empereur Napoléon, il n'arrive pas sur l'île. En tout cas, il est bloqué, il est récupéré par l'eau. Et ça, c'est parce qu'on voulait bien sûr pas du tout l'appeler l'empereur ou sire. C'était général. On déclare que 15 ans de l'existence dynastique bonapartiste n'existe pas. L'usurpateur, hein, que tout ça, en fait, on est passé de l'ancien régime jusqu'à la Restauration et tout ce qui s'est passé entre, c'est un mirage. Enfin, vous imaginez la folie quand même de l'argument, mais bon, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc tous les livres dédiés à l'empereur ne lui parviennent pas. Alors il y a deux trois subtils fans, si je peux dire, admirateurs, qui essayent de passer autour de cette censure en dédiant les livres à l'imperator, en latin.
parce que, comme on le savait beaucoup mieux qu'on le sait aujourd'hui à l'époque, imperator veut aussi dire général important ou général qui a gagné beaucoup de batailles. Donc parfois ça passe, parfois ça passe pas. Mais aussi bien sûr, les chefs de l'opposition britannique, Lord et Lady Holland, qui étaient des grands admirateurs de Napoléon, lui envoient des livres. Et ceux aussi là, on les censure un petit peu parce que Law a pas envie. Et l'on se dit, peut-être cette fois avec un petit peu plus de raison, que si on lui fait parvenir des livres qui sont cadeaux des chefs de l'opposition, il va se dire, mais il y a une chance que je me sorte d'ici, en fait. Si le chef de l'opposition britannique est de mon côté, on est à une élection de ma liberté. Donc, pour pas qu'il entretienne un faux espoir, on lui donne pas ces livres-là. Et bien sûr, au début, tout ce qui est politique aussi est censuré. On voit pas qu'il chope des idées problématiques qui deviennent multirécidiviste sur les retours politiques et militaires en France. Donc voilà, on fait tout pour essayer de le calmer et de l'éloigner de la scène politique européenne, et ça quasiment jusqu'à sa mort. C'est que très tard où il desserre un peu le verrou et on l'autorise à recevoir les journaux, à recevoir quelques mémoires de ses anciens collaborateurs, à recevoir deux, trois nouvelles de France. D'ailleurs, il reçoit des nouvelles il me semble que c'est la Méduse, le navire français qui s'est échoué aux côtes africaines et qui a fait un scandale en France. Et lui, il est ravi d'entendre ça parce que les Bourbons étaient détestés. Et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, son obsession pour la politique, pour l'opinion publique, à la fin de sa vie, c'est toujours la même chose. Il fait tout pour essayer de garder la température en tête, de constamment comprendre comment va le pays politiquement, quels sont les acteurs, que se passe-t-il, est-ce que je suis aimé, est-ce que je suis encore là, est-ce que les Bourbons sont haïs. Constamment, il essaie de comprendre, et ça, c'est très touchant de lire ça jusqu'à ces derniers mois, ces dernières semaines, et jusqu'à ces derniers jours, hein. Il en parle jusqu'à ces derniers moments. Est-ce qu'il y a un livre selon vous qui l'a, influencé le plus? Si on devait en choisir un. Ah, alors ça, c'est compliqué. Un livre qui lui a influencé le plus, je pense qu'on en a déjà parlé, mais on trouve Plutarque partout. Dans les librairies de campagne, bon, commençons par le début. Quand il est jeune, quand il met ses livres dans ses premiers voyages, aller-retour en Corse ou même à Toulon, il y a Plutarque. En Égypte, il y a Plutarque. En Italie, il y a Plutarque. Quand il prend le pouvoir, à Malmaison, il y a Plutarque. À Laeken, il y a Plutarque. Aux Tuileries, à Fontainebleau, ça le suit absolument partout. Donc à en choisir un seul, oui, ça doit être les vies parallèles. C'est une constance. C'est constamment dans ces librairies. Et bien sûr, on pourrait parler, excusez-moi, de Rousseau, mais comme on l'a dit, il y a un rejet de Rousseau. Il y a beaucoup de Voltaire aussi qui l'a beaucoup inspiré, mais Voltaire, c'est une relation amoureuse. Il rejette aussi Voltaire à certains moments. Plutarque, c'est inconditionnel. J'en rajouterais peut-être un. Il y a un autre inconditionnel. Il y a un autre qui est constamment avec lui. Il dit s'il est encore en vie, je le ferai ministre ou prince. Hein, et c'est vraiment peut-être même plus que plus tard que celui où Napoléon lui donne le plus de compliments, lui dit le plus à répétition que c'était un génie. Et ça, c'est Corneille. Corneille pour Napoléon, c'est le triomphe de l'art, c'est le triomphe du théâtre. Napoléon, c'est un grand passionné du théâtre. Je passe un peu de temps dans le livre à en parler. Hein. Il y va constamment. En 15 ans de règne, sa moyenne, c'est un spectacle par semaine pour 15 ans. Hein, donc c'est très prononcé. Et il voit Corneille des centaines de fois. Son préféré, c'est Cinna, ce qu'on appelle aussi la Clémence d'Auguste, et c'est toujours pour les mêmes raisons, hein, parce que c'est la haute politique. C'est la haute raison d'État. C'est cette histoire, et c'est très beau d'ailleurs, Sina, c'est magnifique. Encore une fois, nos grands-pères étudiaient tout ça. Aujourd'hui, plus personne, enfin tout le monde s'en fout de Corneille et de Sina. C'est bouleversant parce que c'est magnifique, Sina. C'est Auguste qui prend le pouvoir après la guerre civile et qui découvre une conspiration pour l'assassiner parmi ses proches amis, des nobles puissants. Et tout le spectacle, en fait, toute la pièce repose sur la dernière scène parce que Auguste les pardonne. Et on est laissé, Corneille nous laisse avec une subtilité parce qu'on ne sait pas s'il les pardonne par moralité, par bonté de son cœur, ou à cause du politique, parce qu'il a besoin d'eux.
Donc c'est très mesquin. Et pour Napoléon, c'était le génie ultime, ça, parce que il dit, comme c'est évident quand on voit cette pièce, que Auguste est essentiel pour l'Empire et que l'Empire est essentiel pour Auguste, que Auguste a tout compris, qu'on s'en fout de la moralité en fait. On s'en fout. Ce qui compte, c'est la raison d'État. Ce qui compte, c'est la politique. Il a besoin de ses nobles, Auguste. Il peut pas gouverner sans. Même s'il est vexé, même si c'est des amis, il faut tout enterrer pour la bonté de l'État. Et c'est ça qui plaisait tant à Napoléon. Donc je dirais le plus influencé, Plutarque, parce que c'est sa jeunesse, et Dieu sait qu'il était malléable encore quand il était jeune, mais au long de sa vie, il aimait Corneille profondément, et ça aussi, ça l'a profondément touché. Imaginons que Napoléon soit encore en vie. Si vous pouviez lui recommander un livre, lequel serait-ce? Ouais, alors ça, c'est une excellente question. On m'a posé à peu près la même chose il y a quelques jours. Et c'est très problématique comme question parce que un seul livre, parce que donc il faut prendre en compte. Donc, est-ce que je fais un roman? Alors non, je pense pas. Pourquoi? Parce que il aimait les romans, ça le faisait vibrer, etc. Mais il y avait des choses qu'il aimait plus. C'est un peu ironique de dire ça parce que, bien sûr, l'histoire nous apprend dans les années qui suivent que les relations entre l'auteur dont je vais parler dans quelques secondes et Napoléon ne sont pas les plus prononcées. Mais moi, je ferais sûrement un Victor Hugo. Un Victor Hugo ou un Balzac. Enfin, je pense que ce qui lui ferait le plus plaisir, c'est de voir son impact sur la conscience littéraire française après lui. Si, enfin, il verrait son empreinte partout. Peut-être même Stendhal, peut-être même le Rouge et le Noir. Alors, ça manque un peu d'originalité, je m'excuse à vous et à vos téléspectateurs, mais c'est comme si j'aimerais lui dire, mais regardez l'impact. On a oublié, en vérité, toutes les mauvaises choses. On a oublié les guerres incessantes, on a oublié la conscription, on a oublié les troubles économiques et le système continental, et on ne se souvient que du soleil d'Austerlitz. Et je pense que s'il savait ça, il reposerait beaucoup plus tranquillement. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous n'avez pas eu l'occasion de partager pendant cet entretien? Oui, ça c'est ce que je répète souvent, mais c'est l'autre mission de ce livre. Moi, vous devez le deviner et vos téléspectateurs ont sûrement deviné que je suis très objectif dans le livre et je parle tout autant des erreurs et des crimes que du reste, mais en vérité, c'est un personnage pour lequel j'ai énormément d'affection. C'est Jean Tullard qui disait ça à un de ses jeunes étudiants il y a quelques années, mais n'écris jamais sur quelqu'un que tu n'aimes pas. Et j'aime cet homme, j'ai aucune honte à le dire. C'est un homme qui est rempli de défauts, mais quelqu'un qui est absolument incroyable. C'est un alien, c'est un homme unique qui était incompris. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a 300 000 bouquins sur lui. C'est que l'homme est un mystère et on n'a toujours pas trouvé la clé. Lui-même sait que c'est un mystère. D'ailleurs, il y a cette phrase à un moment assez exceptionnel où il parle à deux trois maréchaux, je me souviens plus exactement où et quand, et il dit d'une façon un peu comme ça rapide, il dit non mais ces gens, les autres, ils peuvent pas comprendre. Et la question c'est de savoir ok mais de qui il parle quand il dit ça. Est-ce qu'il parle des militaires? Est-ce qu'il parle de ses ministres? Ou est-ce qu'il parle du reste de l'espèce humaine à part lui? C'est-à-dire que de tout le monde à part lui. C'est-à-dire que lui-même avait conscience qu'il était absolument étrange, qu'il était complètement différent. C'est cette récente biographie de De Gaulle qui ouvre avec cette ligne incroyable, les grands hommes sont fous. Et lui était fou. Il était quelqu'un qui avait très peu d'amis, etc. Donc tout ça pour dire que l'homme est exceptionnel. Ça, c'est absolument indébattable. Et dans ce livre, j'ai essayé de le comprendre à travers ses lectures, mais aussi il y a l'autre volet, c'est de comprendre la lecture à travers lui. Et si lui, cet homme exceptionnel, cet alien qui touchait à tout, le génie militaire, le génie politique, le grand réformateur, le grand créateur de synthèse, celui qui a rendu cohérent les textes législatifs français, qui a créé le Code civil, qui crée l'État français moderne, qui révolutionnise la logistique militaire, les campagnes, la stratégie, etc. Si lui pouvait lire autant, pouvait lire aussi constamment, pouvait être aussi curieux dans ses lectures,
On peut tous lire plus. Enfin, qu'est-ce que ça nous dit de la lecture? Bah, ça nous dit que c'est essentiel, que c'est central, qu'il y a pas d'existence sans ça. Et c'est quelque chose que je savais avant, mais à travers mes études sur lui, maintenant c'est indébattable. Enfin, c'est la lecture est centrale à la vie et ceux qui ne lisent pas, ils ne vivent pas d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ça le message que je que c'est la deuxième mission du livre et c'est le message que j'aimerais laisser à vos téléspectateurs. La lecture, c'est pas quelque chose qui est parallèle à la vie, c'est la vie. C'est pas vivre autre chose, la lecture. On peut s'échapper, mais c'est la vie. C'est vraiment tout est dans la lecture. Ça fait une bien belle conclusion à cette émission. Je vous remercie, vraiment, Louis, d'être, venu nous voir, dans cette émission. Je rappelle le titre du livre, c'est Napoleon's Library. Je mettrai, bien sûr un lien dans la description, bah, voilà, de la vidéo. Hem, Merci beaucoup, très intéressant. On a pu voir, plein de choses, mais il y a encore plus dans le livre évidemment, donc je vous invite à aller voir ça. Il y a une version française de prévue, Louis? Oui, alors, la version française sera publiée, en 2025, un peu plus tard, dans l'année. J'ai beaucoup de requêtes sur Twitter, c'est extrêmement touchant, mais il faudra attendre, un petit peu, voilà. Bon, en tout cas, la version anglaise est disponible et voilà, c'est vraiment un plaisir de lire ça. Merci beaucoup, Louis. Je vais faire mon youtubeur de service. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche et à liker la vidéo, évidemment. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Morale de l'Histoire. Louis, restez en ligne, il y aura juste le petit générique. Je termine l'enregistrement, puis on se rejoint en coulisses. Voilà, ça vous va? Merci cher ami, c'est très gentil, je reste là, pas de souci et merci de votre hospitalité. C'était un plaisir.